Bonsoir Mateusz Kukulka. Bonsoir. Alors, on a beaucoup parlé de l'essoufflement de Facebook. On a dit que les jeunes, notamment, se détournaient de ce réseau social. Qu'en est-il dans la réalité ? Dans la réalité, Facebook ne s'est jamais aussi bien porté que maintenant. Donc, le nombre d'utilisateurs passe les 2,3 milliards d'utilisateurs actifs. Leur chiffre d'affaires est à 55 milliards pour 22 milliards de bénéfices en 2018. Il y a eu l'année passée le scandale Cambridge Analytica, donc où des données ont été captées par une société qui a utilisé ces données pour des élections. Chez nous en Europe, il y a eu une petite baisse qui en fait a été rattrapée à la fin de l'année. Donc Facebook se porte bien. Est-ce qu'on dit que les jeunes s'en vont ? En fait, je pense que les jeunes n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'il y a 13-14 ans, vraiment, quand Facebook a été au grand public, les plus jeunes utilisateurs de Facebook, ils avaient 15 ans, ils ont 12 ou 15 ans de plus. Ce qui fait que les plus jeunes, est-ce qu'à 15 ans, on va à un réseau où les plus jeunes ont 28 ? On n'y va pas, puisqu'on va dans quelque chose où on se retrouve avec des semblables. On verra dans lesquels, dans un instant. Yves Collard, bonsoir. Alors vous, bonsoir. Vous occupez notamment du rapport entre les jeunes et les réseaux sociaux. Quand on dit que Facebook continue à faire des adeptes et des abonnés, alors c'est qui ces nouveaux adeptes de Facebook ? C'est des jeunes ? C'est des plus vieux ? Alors, je vais peut-être en légère contradiction avec ce qui vient d'être dit, mais en tout cas, la population qui augmente le plus notablement sa présence dans le réseau Facebook, ce sont les seniors, les plus de 65 ans. Alors oui, il n'y a pas de suppression... Ce qui peut paraître étonnant aussi. Tout à fait, mais il n'y a pas de suppression de comptes, il n'y a pas de suppression massive de comptes chez les jeunes. Il y a peut-être une baisse de fréquentation. Donc ils sont moins actifs, parce que on ne va pas forcément supprimer son compte, mais on s'est mis sur Facebook. Pourquoi ne supprime-t-on pas son compte ? Parce que ça reste un petit musée personnel. Ça reste... mais donc les jeunes continuent quand même malgré tout à venir, à s'abonner, enfin rentrer sur Facebook, à se créer un compte sur Facebook, tout en restant pas très actifs et en préférant être actifs sur d'autres réseaux. Exactement. Alors, malgré tout, quand on parle des jeunes, ce sont les plus jeunes. Les plus jeunes parmi les plus jeunes qui continuent d'alimenter ce média social. Il y a une désaffection assez claire au niveau des adolescents. Ils y vont moins souvent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aussi ailleurs. Donc ils multiplient les interfaces, ils multiplient leur présence dans les réseaux sociaux, mais on ne peut pas... Alors pourquoi s'en vont-ils aussi ? Mais c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un peu trop d'adultes dans cette immense cour de récréation, et il n'y a rien de pire pour un jeune de constater que... Ils n'ont pas envie de... C'est ce que vous disiez, Mateusz Kukulka, à l'instant. En fait, ils ne partent pas de Facebook, c'est-à-dire que Facebook a racheté Instagram il y a... Oui, parce que donc quels sont les autres réseaux sur lesquels ils se retrouvent ? C'est Instagram. Il y a Instagram, Snapchat et maintenant TikTok qui est en train d'arriver par derrière. Mais parce que Instagram, c'est quand même plus forcément très jeune comme réseau. Enfin, tout le monde, il y a énormément de gens sur Instagram. Mais il y a beaucoup de jeunes. Et donc, en tout cas, Facebook, quand ils ont racheté Instagram, c'était clairement pour que les jeunes puissent partir de Facebook. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que le réseau devient vieillissant. Ils savent bien qu'un gamin de 15 ans, il ne veut pas passer son temps avec des gens... À 15 ans, quelqu'un de 25 ans, c'est un vieux. Moi, j'en ai 40, je suis un très vieux. Et monsieur est encore plus vieux parce que pour un gamin de 15 c'est comme ça. Et donc... Je suis en train de discuter. Oui, ce qui se passe, en fait, Instagram a été donné aux jeunes pour pouvoir... Ouais, donc c'est pas une désaffection de Facebook, c'est Facebook qui a créé lui-même, ou en tout cas qui a racheté. Et il y a encore WhatsApp qui a 1,5 milliard d'utilisateurs. Racheté également par Facebook. Ouais. Il faut bien se dire que ce sont différents produits commerciaux et qu'Instagram correspond à un souci chez les jeunes qui est de produire avant tout de l'image. Ce que Facebook fait beaucoup moins que Instagram. Ouais, Serge Minet, bonsoir. Alors vous, bonsoir. Alors vous, ça correspond effectivement à ce que vous êtes psychothérapeute. Vous traitez notamment de cas de personnes qui ont une relation, on va dire, parfois un peu difficile avec les écrans. Est-ce que c'est ce qui est induit aussi par ce type de pratique, par la pratique peut-être parfois un peu compulsive ou addictive Oui, j'ai envie de dire faire le lien avec ce qui est dit sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan capitaliste, d'avoir cette société Facebook. Je dirais que c'est d'abord un lieu d'identité, un lieu de rencontre pour les jeunes, pour les adultes, pour les seniors. C'est le lieu où je peux faire signe à l'autre, je peux être en lien avec l'autre, et à un moment donné, je suis aliéné peut-être par ce lien. Et quelque part, le fait de devoir et de pouvoir se montrer, tout en ayant l'impression d'être caché chez soi, et de pouvoir partager à l'autre, quand je dis l'autre, c'est avec un grand A, et c'est peut-être l'autre individuel avec qui j'ai envie de correspondre, et surtout, c'est celui à qui je dis quelque chose sans me rendre compte que je le dis à d'autres aussi. Donc c'est un lien qui, à un moment donné, peut faire qu'il y a une
dépendance comportementale. Pas une dépendance comme l'alcool ou la drogue, mais c'est une dépendance de comportement et je suis en manque quand je ne suis pas sur mon Facebook pour savoir ce que les autres disent, ce qu'ils pensent, combien ils m'ont évalué. Si j'ai 15 signes, c'est la popularité extraordinaire. Ouais, oui. Alors là, on rentre effectivement dans le vif du sujet. Hein. Yves Collard, ces comportements qu'on pourrait dire, alors est-ce que vous diriez pathologiques? Non, pas du tout. Je voudrais ne pas pathologiser non plus le Facebook. Il y a des difficultés personnelles qui sont liées non pas à Facebook, mais grâce à Facebook, des personnes mal dans leur peau peuvent arriver à avoir un lieu entre guillemets thérapeutique. Ouais, et alors peut-être juste pour terminer sur la conversation qu'on avait avec Mateusz Kukulka et Yves Collard, est-ce que vous le voyez aussi vous ce glissement aujourd'hui des jeunes vers d'autres types de réseaux qui impliquent peut-être aussi d'autres types d'usages au fond du réseau social? Je vois des jeunes et des moins jeunes, en tous les cas, aller vers des sites des réseaux sociaux, des réseaux, éventuellement des sites de rencontres, mais aussi des sites où je peux parler de moi, je peux avoir un échange, je peux exister, et quelque part, je peux m'isoler de ma famille. Alors je crois que ça, c'est la fonction de l'écran, et je dis toujours, l'écran, à un moment donné, vient faire écran dans la famille. J'ai envie de dire aussi, heureusement, tant pis, mais en même temps, les familles se plaignent et viennent en thérapie en disant, mon fils est malade du jeu. Alors à ce moment-là, moi j'invite la famille pour aller faire le bilan et la place de l'écran, pour voir en quoi lui est malade, et que le papa qui rentre du travail revient sur son ordinateur pour travailler, il n'est pas trop malade lui, ou moins. Oui, c'est ça. Et Yves Collard, vous n'aimez pas du tout non plus, hein, qu'on commence à pathologiser, à parler de problèmes ou de problèmes psychiques qui seraient liés à un usage de Facebook. C'est pas du tout ça l'analyse que vous faites. Il faut plutôt voir effectivement un usage excessif des écrans comme un symptôme plutôt que comme cause d'un problème. Et c'est vrai que dans le langage courant, on utilise tellement des termes qui relèvent de la psychopathologie. On parle de gens qui sont voyeurs, ils sont simplement curieux de l'autre, et c'est quelque chose de très humain. On parle de gens qui sont narcissiques, qui sont simplement égocentrés à un moment donné dans le développement de l'adolescence. Oui, mais est-ce que ce n'est pas des comportements qui ont quand même changé, cette pratique du réseau social, où effectivement on a accès à une multitude d'informations sur la vie privée de nos amis, proches ou moins proches, parce qu'on est quand même bien tous d'accord que quand on a 2000 amis sur Facebook, sur ces 2000 amis, il y en a quand même un certain nombre qu'on ne connaît pas vraiment, ou qu'on n'a même jamais vu. Et où est le problème? Oui, mais donc la curiosité dont vous parlez... Et c'est pour ça que je posais aussi la question de comment est-ce que nos comportements ont changé. C'est-à-dire que cette curiosité-là, eh bien, elle est induite par ce réseau social. Elle n'est pas du tout... Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que on a toujours été curieux, c'est-à-dire moi quand j'étais adolescent, s'il y avait eu une soirée la veille, première chose que les gens faisaient le lendemain, c'est demander qu'est-ce qui s'est passé, quelqu'un est sorti à quelqu'un, qui a vu quelque chose, sauf que là on se le racontait, mais le système est le même. Ouais. Est-ce que l'ampleur ne change pas les choses quand même? Alors oui, ça grossit, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est pas des changements qu'il y a eu, c'est une espèce d'hyperbole, c'est-à-dire que mais les comportements humains n'ont pas changé, c'est-à-dire que les gens ont envie de savoir, ils ont envie de raconter. Tout à l'heure on parle d'image des narcissismes, de nouveau si je me réfère à mon adolescence, il n'y avait pas de réseaux sociaux, eh bien, il y avait aussi ce côté narcissique. Il y a des gens qui se regardaient, d'autres qui ne se regardaient pas. Il y avait des gens qui portaient beaucoup d'attention à leurs vêtements, d'autres pas. Et en fait, on a un peu le même genre de comportement. Alors évidemment, ici, il y a le regard des autres et d'autres dont vous parliez, de gens qu'on ne connaît pas. Et donc, évidemment, ça peut être plus agressif. Ça, c'est certain. Ouais. Quel est le regard du psychothérapeute là-dessus? Mon regard, c'est le regard. Le regard, ça veut dire, ce que vous dites tout à l'heure par rapport à votre jeunesse, c'est la mienne, moi j'ai 72 ans, où on était dans le lien à l'autre, on lui raconte ce qui s'est passé la veille, on est dans le rapport comme nous ici, par le regard, et quelque part, l'écran fait l'écran à ce regard de l'autre. Qui est l'autre à qui je m'adresse? Est-ce que ça ne change pas fondamentalement les choses? Tout à fait, ça les change, ça m'isole, ça m'isole dans mon rapport à l'autre. Je ne dis pas que ça le pathologise, au contraire, ça peut m'aider à enfin oser parler de quelque chose dont je ne parle pas avec mes parents ou avec mes frères et sœurs. C'est un lieu de la parole aussi, mais c'est un lieu qui désarticule quelque part le visage. Le visage existe moins. Mais moi je trouve ça, on peut dire tout à fait le contraire, c'est-à-dire qu'on peut s'ouvrir à des groupes de personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées. Je pense qu'un des premiers papiers que j'ai fait là-dessus, c'était il y a 12 ou 13 ans, et je disais que les hyperconnectés sont souvent des hypersociaux. C'est-à-dire que les gens qui sont hyper connectés, souvent, ont beaucoup plus de chances de rencontrer des personnes, puisque finalement, moi je viens d'un petit village où
ce que j'aimais, en fait, je ne savais pas qu'il aimait aussi, et c'était plus compliqué pour moi, alors qu'en fait, avec les réseaux sociaux, eh bien, un enfant peut plus facilement trouver celui qui aime le même jeu que lui, qui aime le même livre que lui, et donc, on peut retourner votre argument et dire qu'on peut, grâce aux réseaux sociaux, trouver un regard qu'on ne trouvait pas avant. Exactement, c'est ce qu'un vieux sociologue des années 70, avant même qu'Internet existe, expliquait. Ce sociologue, il s'appelle Granovetter, c'est un Américain qui expliquait tout l'intérêt et toute la force de ce qu'on appelle les liens faibles. C'est-à-dire des gens qu'on connaît parce qu'on connaît quelqu'un qui les connaît, ou les amis éloignés, ou les inconnus sur Facebook. Vous demandez de l'aide sur Facebook, ça peut être je souhaite acheter une nouvelle brouette, est-ce que quelqu'un en connaît? Je souhaite avoir un bon dentiste, est-ce que quelqu'un connaît un bon menuisier? Oui, il y a ça aussi, posez la question à Facebook, vous allez avoir des réponses beaucoup plus intéressantes que si vous posez la question à votre famille, où tout le monde a le même dentiste, tout le monde a le même menuisier, et tout le monde sait où trouver ou acheter la même brouette. Alors peut-être quand même deux dernières choses rapidement, enfin ça va être difficile de répondre rapidement à ça, mais enfin c'est quand même difficile quand on parle de Facebook de ne pas parler de cette question des données personnelles, puisqu'après tout, Facebook n'est jamais qu'un moyen d'exploiter, en gros, nos données personnelles à des fins publicitaires ou commerciales. Est-ce que par rapport à ça, on n'a pas quand même un comportement très ambivalent? On est prêt à donner, à livrer de manière complètement volontaire nos données personnelles, sans aucune limite et sans aucune protection. Je pense que là, c'est un débat qu'il faut sortir de Facebook et qui doit être ramené à la petite enfance et une éducation aux médias qui maintenant... On a parlé il y a 20 ans du temps de cerveau abandonné à TF1. En fait, on continue à le faire avec Internet, et on doit apprendre aux enfants dès le plus jeune âge, leur donner leur image, ne pas se trémousser sur Internet quand on a une petite fille, parce qu'il y a des choses, tout ça. Ouais, mais là, il n'y a pas que les enfants qui sont concernés d'ailleurs. Mais peu importe le réseau. Il faut l'apprendre très jeune. Et alors oui, c'est vrai, comme vous avez raison, et là, je me permets encore, il faut l'apprendre aussi aux quadragénaires, parce que ce sont les pires au niveau de la gestion de l'image, parce que les enfants, finalement, on leur dit fais attention, mais personne ne dit aux parents et de faire attention aussi. Oui, très rapidement, ça tout à l'heure à l'importance de l'écran, la phrase universelle qui revient, quand on parle d'immédiateté, de rapport à l'écran, ce que j'entends dans toutes les familles, la maman appelle à 7h05 son fils pour venir dîner, la réponse universelle c'est oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Et ainsi, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, jamais le fils ne viendra rejoindre la famie. Mais donc, qu'est-ce que l'écran a à voir là-dedans ? L'écran, mais c'est que le fils est devant l'écran. Ah, mais moi, quand j'avais pas d'écran, c'était pareil. Il me mettait on est parti dans une discussion sur les relations parents-adolescents. Mais vous citez un problème typique de l'adolescence. L'adolescent, une fois qu'il arrive à 13 ou 14 ans, il est à la fois sur son smartphone et il est à la fois en rupture de communication. Alors c'est vrai que là, on déborde un peu de Facebook parce qu'on parle des écrans, mais les écrans ont aussi sans doute eu un rôle et changé un petit peu et modifié un petit peu le fonctionnement peut-être. Ils l'ont amplifié peut-être. Mais juste, alors pour terminer, puisque en effet ce débat pourrait nous conduire très très loin et aborder en effet, et on le voit bien, ça touche à beaucoup d'aspects de nos vies, de nos relations avec les autres, avec nos enfants, nos familles, etc. Mais pas le pathologiser en tous les cas. Mais alors ça on l'a bien compris. Mais juste peut-être pour terminer, il nous reste une minute. Je reviens à ma question de départ, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire que Facebook a encore de beaux jours devant lui alors, Oui, et je peux donner un exemple. Facebook par exemple est le plus grand propriétaire de photos du monde. Si jamais Facebook devait fermer les portes demain, il pourrait après-demain commencer à commercialiser des photos. Donc, je pense que... Et ils ont en plus... donc, on a tout à l'heure parlé de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp, mais ils ont encore 75 sociétés qu'ils ont achetées derrière. Donc, en fait, Facebook est en fait un conglomérat de beaucoup de sociétés. Et donc, mais vous avez un regard critique par rapport à ça quand vous dites ça. Oui, il y a un regard critique à avoir sur le plan commercial, effectivement. Oui, donc ça, par rapport à cette question des données personnelles, on a quand même bien compris qu'effectivement, on a tous un regard critique par rapport à ça. Oui, mais il faut l'apprendre à tout le monde, je pense. Oui, tout à fait. Nicolas, en 30 secondes pour c'est conclure. paradoxalement le côté le plus secret de Facebook. Moi, je dirais quand même, attention, on parle de changements dans nos vies qui seraient affectés par les écrans, par les réseaux sociaux, par Facebook, etc. Moi, je voudrais un peu renverser la perspective et de dire que chaque fois qu'une société a eu besoin d'une invention technologique ou d'une invention de communication, elle l'a inventée. Ça a commencé par l'écriture, ça a continué avec la télévision dans une société de masse standardisée avec des médias de masse. Aujourd'hui, on est dans une société de l'individu roi, ça, si on peut faire très court, qui invente une technologie qui va recevoir les besoins, les désirs d'un individu roi. Et c'est comme le dit Guilbault, le journaliste, on est dans un monde impensé mais pas impensable. Et ben voilà, ce sera la conclusion. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus en débattre et d'être venus nous donner vos expériences et votre expertise sur le sujet.